Merci beaucoup, chef Brissett. Bon après-midi, aîné, ancien combattant, chef national, membre de l'APN, de la direction de l'APN, chef en assemblée. Avant d'aller plus loin, je voudrais reconnaître les Haudenosaunee, le peuple Mohawk sur lequel, le territoire desquels nous nous réunissons. Et je vous remercie aussi à vous, mesdames, messieurs, de donner cette invitation d'être parmi vous, de parler, comme le chef a dit, de l'éducation. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire à quelqu'un, j'étais en nord de Saskatchewan plus tôt cette semaine, et pour les personnes qui viennent des régions affectées par les incendies de forêt, je voudrais exprimer mes regrets pour les tragédies qui ont lieu. Je voudrais aussi dire que j'étais à Prince-Albert, où beaucoup des évacués sont venus. Et pour les personnes qui n'ont pas été là récemment, je dois dire que je dois parler du courage de ces personnes que j'ai vues, toutes ces jeunes familles avec les jeunes enfants et les gymnases. C'était vraiment quelque chose à voir. Alors, je crois que, autant que c'est tragique, vous devez tous sentir beaucoup de fierté de vos concitoyens qui se trouvaient là. Donc, pour commencer où Tom a terminé, en 1996, la Commission royale sur les Autochtones a donné ses observations sur plusieurs aires, dont l'éducation. C'est un des documents plus importants de l'histoire canadienne. Et depuis de ça, son impact est resté très limité. En 2006, après 18 mois de négociations, il y a eu l'accord de Kelowna avec le leader autochtone et les leaders aussi des provinces et du premier ministre du Canada. Malheureusement, l'approche de consultation et la substance de Kelowna ont été ignorées par le nouveau gouvernement fédéral qui a pris le gouvernement plus tard cette année. Et les 5 millions de dollars pour éliminer les écarts en éducation et d'autres secteurs ont été mis ailleurs. Comme vous savez, après, il y a beaucoup de temps qui est passé et il y a une couple d'années plus tard, le gouvernement fédéral s'est mis d'accord de reprendre des discussions avec les Premières Nations pour faire face aux grands écarts de financement dans l'éducation des Premières Nations qui s'étaient empirés encore plus depuis que l'accord de Kelowna a échoué. Au début des négociations, il y avait des bons signes, mais finalement, le gouvernement a offert de la législation sans nouveau financement en disant que c'était la façon du gouvernement où vous pouvez tout oublier. Alors finalement, l'événement plus récent dans ce saga, que la Commission de vérité et réconciliation qui vient d'émettre son rapport historique qui était vraiment pour éveiller le pays et qui a été reçu avec grand enthousiasme pour nous tous, avec beaucoup d'espoir que ce soit un nouveau commencement. Malheureusement, depuis, cependant, le silence qui est venu du gouvernement est assourdissant. Et maintenant, on est préoccupé que l'histoire se répète. Mes remarques aujourd'hui ont un seul but pour dire que cette fois-ci, les choses doivent être différentes. La Commission de la vérité et réconciliation a émis son rapport historique. Cet appel à la nation a été reçu avec enthousiasme par des millions de Canadiens. Mais malheureusement, encore une fois, le gouvernement reste silencieux et inactif. Membres de l'Assemblée des Premières Nations, il faut que les choses changent. Let me be very clear. Laissez-moi être très clair. Les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation ne peuvent pas prendre la posture sur un des étagères. Il y a trop de tragédies, trop de travail qui sont entrés là-dedans, les vies des gens qui sont allés au pensionnat. Alors la question aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous, comment moi, comment les Canadiens, comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation, comment est-ce qu'on les fait vivre? Vous pouvez les faire vivre, c'est ça la réponse. C'est au lieu de
d'avoir des débats sur des lois ridicules comme C-33 il y a un consensus avec la population et vous prenez le lead avec votre plan, montrant comment l'éducation des Premières Nations pourrait être tellement mieux et demander aux Canadiens de se joindre à vous pour ce faire. C'est de ça que je veux vous parler. Pourquoi parler aux Canadiens? Simplement parce que les Canadiens veulent être vos partenaires et parce que c'est la seule façon que ce gouvernement qui maintient l'argent pourrait recevoir le message. Et comment est-ce que vous amenez ce message aux Canadiens? Pas avec un amendement des structures de l'éducation du Canada, c'est en établissant vos propres structures de gouvernance. Vous ne le faites pas en attendant les experts d'Ottawa pour vous dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Quand le grand chef a dit il n'y a pas de ministère d'éducation, et je peux vous dire, j'étais là, il n'y a pas des experts d'éducation. Vous le faites en ayant des enseignants, des éducateurs autochtones parce qu'ils sont parmi les meilleurs dans le pays. Ils devraient être entendus à travers le pays. Encore, ce n'est pas assez de réagir au gouvernement avec des propositions. Vous devez prendre le leadership et si vous le faites, les Canadiens vont écouter et les Canadiens vont vous appuyer. Et aucun gouvernement pourra vous refuser. La question, c'est pourquoi est-ce que les Canadiens vont vous appuyer? C'est parce que nous sommes un peuple juste. Et quand les Canadiens apprennent de la discrimination par rapport au financement d'éducation de 2 enfants de 6 ans qui vont à des écoles à 10 km de distance, 2 enfants de 6 ans qui rentrent en première année, un qui reçoit une contribution du gouvernement de 40 de moins que l'autre, simplement parce que lui ou elle va à une école sur une réserve. Quand les Canadiens vont l'entendre, ils sont outragés moralement. Et par la suite, quand les Canadiens se rendent compte que ce sont les enfants les plus jeunes et le segment en croissance le plus important de notre population, étant donné que nous sommes seulement 34 millions de pays et qu'on nous faisons concurrence avec des pays avec des centaines de millions de personnes, les Canadiens vont demander quel type de folie économique est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce que ça va prendre pour arriver à des résultats concrets? Je vous prendrai peut-être de l'eau. De l'eau dans un verre duquel Tom n'a pas déjà bu. Merci. Tom et moi, nous avons une longue histoire ensemble. La question, c'est qu'est-ce que ça va prendre pour arriver à un résultat? Ça va prendre pour vous, les leaders des Premières Nations, il faut que vous établissez votre propre plan pour l'éducation avec une voix unie et forte. Un plan qui explique pourquoi les Premières Nations doivent contrôler l'éducation de leurs enfants. Un plan qui va montrer aux Canadiens comment vous allez gérer le système. Un plan qui met l'accent sur l'importance des langues et de la culture. Un plan qui est formidable en sciences mathématiques qui parle de vos succès. Je parle visiter beaucoup d'écoles et des succès. Même sans le financement, il y a des grands succès. Et ça montre qu'est-ce que ça aurait l'air si vous recevrez des financements décents, qui ne seraient pas juste assez pour remplir les besoins, mais qui viendraient pour le système, comme pour le système en général. Ce n'est pas juste que les écoles sont sous-financées, mais les 5 dernières années, vous recevez encore un avis qu'on coupe davantage l'éducation. Comment est-ce que les gens puissent construire des systèmes d'école que chaque fois que le courrier rentre, vous pensez que vous avez peur que ce soit encore une coupure. Et ce n'est pas juste pour les jeunes de ce pays. Votre démarche. La réponse, il faut qu'à tout prix, que les Premières Nations mettent sur pied un plan étoffé pour l'éducation et ce, de façon déterminée et d'un commun accord. Un plan basé sur vos réussites actuelles qui sont nombreuses et qui explique en détail ce que l'éducation des Premières Nations serait avec un financement adéquat. Will the funding that's required
pour le financement qui est requis pour amener l'éducation au niveau adéquat. Est-ce que ça va coûter beaucoup? Oui, bien sûr, au long terme, mais ça va être beaucoup moins cher que ce que nous voyons aujourd'hui avec les jeunes, quand les jeunes vies sont gaspillées. Le gouvernement dit qu'il veut investir dans une économie forte. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de retour sur l'investissement qui est plus fort que le dollar investi dans l'apprentissage d'un jeune. Quand vous sortez le plan, quand vous publiez le plan et quand les Canadiens deviennent en arrière de ça, et nous allons tous être en train de le discuter, et quand les gouvernements vont parler du coût, la question à poser, c'est quel est le coût de ne pas le faire? Quel est le coût de nier aux jeunes des possibilités dans la vie? De dire, les coûts de dire à quelqu'un, parce qu'ils sont allés à une école des Premières Nations, ils n'ont pas le droit d'aller à l'université ou de devenir un plombier ou quoi que ce soit. Ce n'est pas mon pays. Ce n'est pas votre pays. Ce n'est pas le pays des Canadiens. Il y a deux questions que vous pourriez peut-être vous poser à ce moment-ci. La première question, pourquoi est-ce que je suis tellement convaincu que le meilleur financement va livrer des meilleurs résultats? Et la raison, c'est parce que j'ai passé une bonne partie des 8 dernières années avec des éducateurs et des écoliers autochtones. Et je peux affirmer ce qu'ils peuvent faire ça quand ils ont du bon financement. Et je peux parler de 3 programmes qui démontrent ce que je dis. Il y a 3 ans, nous avons commencé un programme à l'École des Premières Nations d'Ellis Franklin, à Thunder Bay. Le but, c'est d'enseigner l'entrepreneuriat, l'opportunité. Est-ce que c'est un succès? Oui, nous sommes dans maintenant 46 écoles à travers le pays et on continue de croître. Il y en a plusieurs dans vos arrière-cours. Pourquoi est-ce que le cours est un succès? Bon, il y a plusieurs raisons, mais la raison qui me frappe le plus, il y a 4 ans, j'étais dans une des écoles ayant Ojikri, écolier, est venu pour voir pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu plus d'entrepreneurs autochtones dans nos exemples. Vous en aviez de Toronto, de Vancouver, de Montréal, mais pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas de nos communautés? Et soudainement, la lumière, ça s'est allumé pour moi. Et pour nous, nous avons créé une première série de livres, de textes écrits pour la première fois pour des étudiants autochtones par des profs autochtones au sujet d'entrepreneurs autochtones. Et la seule chose que je dirais, c'est quand les personnes parlent de culture, je pense que ce que la culture est et la perspective, la vision des Premières Nations est très profonde, mais il y a différentes façons de faire des affaires. Il y a des grands succès, des grands entrepreneurs, des grandes personnes d'affaires avec beaucoup de succès qui viennent aussi de cette même perspective, de cette même vision du monde. Et les étudiants qui prennent ces cours, c'est comment ils parlent de comment ils se sentent bien quand ils voient ce que leur propre peuple ont fait. Ma vision, c'est que si vous voulez que l'étudiant ait un succès, laissez-leur lire à l'extérieur, à l'intérieur de leur propre contexte et culture. Le deuxième programme, le cours du directeur, créé par le docteur Carroll, qui est notre directrice d'éducation. Et ce qu'elle fait, elle mène un partenariat d'experts autochtones en éducation, la plupart que vous connaissez, conjointement avec la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto. La raison d'être du cours vient de plusieurs éducateurs qui pourraient fournir une formation professionnelle pendant qu'on est au travail. Et gérer une école n'est pas facile, mais faire ça sur une école sur réserve, sous-financée ou dans une collectivité éloignée, c'est très, très difficile. D'après ceux qui ont vu le modèle, le cours du directeur, parce que le projet pilote va débuter au mois de septembre, va contribuer à renforcer l'éducation à l'intérieur de l'école. Et ce qu'on espère, et on ne doit pas l'oublier,
c'est investir dans les éducateurs sur les premières lignes est important pour le succès des élèves. Encore plus important au cours des dernières années, il y a beaucoup de gens dans la salle qui comprennent ce travail d'académicien. Alors, quand on visite ces communautés, on est loin, on peut parler à personne. Il y a beaucoup de pression et c'est à nous de soutenir les enseignants et les directeurs de ces écoles et on espère que ce cours le fera. Et le dernier exemple que je vais fournir est celui que Tom, le chef Bressette, vient d'en parler. Le point, c'est de démontrer comment le financement peut faire une différence. C'était un programme d'alphabétisation qu'on a complété par 2 écoles de 2 réserves. Laissez-moi revenir en arrière. Si un enfant n'a pas appris à lire ou à écrire à partir de la 3e année, il va faire du rattrapage le restant de sa vie. Lire et écrire est la base de l'apprentissage. La province de l'Ontario, il y a environ 10 ans, reconnaissant que ses taux d'alphabétisation étaient bas, a développé un nouveau programme au complet afin d'enseigner l'alphabétisation en s'assurant que quand les élèves allaient terminer leur 3e, 4e année, ils allaient être en mesure de lire et écrire. Et l'école a connu beaucoup de succès. Par la suite, je suis allé voir le ministre de l'Éducation, maintenant le premier ministre Wynne, si je pouvais avoir le cours et si je pouvais avoir certaines des personnes, on les embaucherait, qui ont mis en œuvre le cours. Et comme Tom vous a dit, et c'est très significatif, la capacité moyenne de lire, écrire à un niveau compréhensible en 3e année, en Ontario, 70 des élèves sont capables de le faire. La moyenne sur une réserve, à la fin de la 3e année, c'est 13 des élèves. Et la moyenne dans les réserves où ceci a été essayé était 13 Alors, quand on a pris ces cours et on les a amenés dans ces écoles, 70 des Ontariens pouvaient lire et écrire. À la fin de la 3e année, 13 à Stony Point et Walpole. 4 ans et demi plus tard, lorsqu'on est retourné, ils ont fait des vérifications. À la fin de la 3e année, 70 des jeunes à Walpole et les autres à Kettle, Stony Point, ce qui s'est passé, le taux d'alphabétisation a augmenté au niveau de la lecture. Ils rencontrent la moyenne, ils sont égaux avec la moyenne ontarienne. Pour la lecture, c'est la même chose. Et ils étaient même avaient un meilleur rendement que les jeunes ontariens. Ce que cela veut dire, c'est qu'il y a au-dessus de 500 élèves dans ces 2 écoles qui peuvent maintenant lire et écrire, ont une meilleure chance. Et on aimerait ça, étendre ça à travers le pays. On se demande pourquoi ce n'est pas fait. Et c'est ce qui devrait arriver. C'est ce que l'Ontario a fait. Ils l'ont introduit dans centaines d'écoles du début en Ontario. Et maintenant, ça fait partie du programme régulier en Ontario et son taux de succès augmente. Le même rationnel devrait être appliqué aux écoles des Premières Nations. Mais pourquoi ce n'est pas le cas? La réponse, c'est parce que le gouvernement fédéral est la seule institution qui a ce financement. Et le fait est que les enfants, on leur prive du droit d'écrire parce que le gouvernement fédéral refuse de le faire. Alors, il ne peut pas avoir un meilleur exemple de financement discriminatoire du gouvernement fédéral sur les réserves.
comment le gouvernement peut empêcher aux enfants d'avoir la même opportunité que les autres dans le reste de la province. Ça n'a pas de sens. Et mesdames et messieurs, moralement, ce n'est pas bien, c'est injuste. Ça m'amène à mon dernier point. Pour le système d'éducation, les Canadiens vont les appuyer. C'est parce que tous les grands éducateurs à travers le pays veulent que vous réussissiez. Et les Canadiens vont les écouter. Why am I so convinced? Why do I stand up in front of... Pourquoi je suis tellement convaincu? Si je me tiens devant vous, et j'ai dit, si les Premières Nations développent un plan en éducation, le gouvernement va vous financer ou vous obtiendrez du financement parce qu'il y a des gens qui veulent que vous connaissiez du succès, qui veulent vous financer, qui vous connaissent déjà. Voici une liste. La Fédération des enseignants canadiens, l'Université du Canada, toutes les universités du Canada sont là pour vous soutenir. C'est public. C'est pas derrière les portes closes qu'ils ont dit ça. L'éducation publique. Partenariat en éducation est pour vous. Association éducative du Canada est là pour vous. Et c'est juste le début d'une série d'organismes d'un bout à l'autre du pays qui sont là pour vous. Pour ce qui est des départements éducatifs ou des ministères provinciaux, je n'ai pas parlé à un fonctionnaire qui ne supporte pas ceci, ne souhaite pas, votre échec. On sait que ça coûte cher, l'éducation. Les provinces ont déjà beaucoup de partenariats avec beaucoup d'entre vous. Et leur succès est relié au vôtre. Et il ne vous laissera pas tomber. De l'éducation provinciale, il n'y en a pas un qui ne m'appuie pas. Et ce, parce que contrairement à Ottawa, qui n'a pas de ministère de l'Éducation, les provinces et les territoires comprennent très bien ce que vous vivez et à quel point un système d'éducation coûte cher. 4 days ago, I was in, as I just mentioned... J'étais en Saskatchewan, j'étais à une rencontre annuelle des conseils scolaires, des éducateurs importants, les plus importants au pays. Je leur ai demandé à la rencontre, quelle est votre position quant à l'éducation autochtone sur réserve? Et ils ont dit fortement, on vous soutient à travers le pays. De nos universités lors de la rencontre annuelle. Je leur ai demandé s'ils seraient en faveur d'une démarche transformatrice par vous. La réponse unanime était oui. 5 years ago, the deans of education at all of... Alors, les directeurs de faculté de toutes les universités en sont venus à une entente, l'accord sur l'éducation autochtone. J'ai parlé au ministère des Affaires indiennes à leur rencontre. Je leur ai demandé s'ils vous demanderaient, si vous aideraient à développer votre plan. Oui, ils ont dit sans hésitation. Ensuite, ils m'ont référé à leur accord dans lequel ils disent, et je vais le citer, voici les directeurs de faculté, les identités autochtones, culture, valeurs, façon de connaître et système de connaissances doivent grandir dans tous les contextes canadiens. Chers membres de l'Assemblée, je devrais m'arrêter, mais je vais me donner 2 autres minutes. Mon père m'a toujours appris, lorsqu'il faisait des discours, il était en politique, si vous parlez trop long, dites-leur que vous allez arrêter. Et dites-leur que vous allez arrêter bientôt, puis continuez, ils vont continuer à vous écouter. Pour toujours. Pour toujours. Alors, c'est un privilège de pouvoir vous parler. Je suis ici pour me joindre à vous alors que vous parlez d'éducation. Et je vous le demande de le faire avec une voix forte. Une voix qui construit sur les fondements des traités, sur le droit inhérent. Aussi, je vous demande de parler
avec une voix qui s'inspire de la réalité économique et qu'économiquement, on ne peut pas se permettre de gaspiller tout ce talent. Et se souvenir que la discrimination dans le financement est injuste et ne reflète pas les valeurs de ce pays. Mais c'est vous qui détenez le savoir, les experts, vos expériences propres et uniques. Et les étudiants dont on parle sont vos enfants. The federal government may have the money, but you... Le gouvernement a l'argent, mais vous avez la connaissance. L'argent. Et les élèves dont on parle sont vos enfants. Et si quelqu'un vous demande une deuxième fois pourquoi c'est si important, bien, laissez faire les détails, laissez faire les études. Dites-leur, s'il vous plaît, parce que vous aimez vos enfants. Autant que tout autre Canadien aime les leurs. Et vous voulez que vos enfants aient toutes les opportunités que tous les autres enfants ont. Donc, c'est assez simple. Votre message, c'est assez simple, ça devrait être ce qui suit. Les résultats de notre projet ont été annoncés ce matin. Quelqu'un des médias a demandé au chef qu'est-ce que ça prouve, ces résultats? Et Tom Brissett a dit c'est le message qu'on devrait diffuser dans le pays. Ça montre que lorsqu'on donne les outils à nos enfants, les élèves vont faire le travail. Et Tom Brissett avait raison. Merci.